Je suis assez fier d'avoir trouvé cette citation sur le Big Data qui sort du dernier Astérix. Hein, c'est le dernier Astérix qui parle de Big Data. Hein, et donc, c'était pour montrer à quel point c'est passé dans le langage commun que tout le monde en a entendu parler. Et en plus, il y a quelque chose d'important dans la planche, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. D'accord. C'est qu'il emporte une copie du fameux chapitre, et c'est la copie qui est conservée. Donc il a réussi à sauvegarder la copie, une des valeurs dans le Big Data. En fait, il emporte la copie qui a été sauvegardée du papyrus de César. C'est le dernier Astérix, hein, donc c'est normal que certains ne le connaissent pas. C'est pas les meilleurs, hein, quand même. Hein, mais c'est un concept. Alors, le Big Data est un concept récent, qui a moins de 20 ans. Le terme est apparu pour 3 formes de données. On parle des 3 V, le volume, la vitesse des données à laquelle elles arrivent et à laquelle elles sont produites, etc. Et la valeur des données. Ça, c'était le défi auquel étaient confrontés les informaticiens, de savoir comment est-ce qu'on pouvait traiter des grands volumes de données, et les stocker et les traiter. Hein, c'est vraiment les 2 choses importantes dedans. Hein, donc là, je parle Big Data, après je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle, surtout vous donner des références et donner pas beaucoup d'exemples d'applications parce qu'il y en a tellement, et le mot est tellement à la mode que c'est super compliqué d'arriver à avoir quelque chose de propre. Dire en quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans qu'on parle d'intelligence artificielle dans les labos, mais aujourd'hui, il commence à y avoir réellement quelques applications qui commencent à sortir, hein, avec des choses assez intéressantes. Après, il y a tous les fantasmes, qui ne sont pas forcément des fantasmes, hein, mais un peu de ceux de la mécanisation avant, sur l'intelligence artificielle. Ça va prendre les boulots, ça va prendre les choses comme ça, etc. Hein, donc ceux-là, on les retrouve. Et comme démonstration de ce qu'on peut faire avec du big data et de l'intelligence artificielle, je vais vous parler de la boîte qu'on a montée avec un ami, qui n'est pas d'Orange, qui était de SFR, R&D, mais j'ai rencontré à Télécom Paris, où on est dans un domaine qui est très graisseux sur des réseaux physiques, d'électricité, de gaz, des camions, des palettes, etc. Mais où pour reconstruire ces réseaux, et pas du tout des réseaux télécoms, hein. Pour tous les habitués, on ne fait pas de télécom. Pour reconstruire ces réseaux, on utilise certains bouts d'intelligence artificielle à différents endroits. Hein, à la fois pour comprendre les mesures, à la fois pour reconstruire leur réseau, etc. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler longtemps, j'ai plutôt tendance à être concis. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me retenir, etc. Parce que sinon, dans 10 minutes, c'est fini. Hein, mais bon, je vais essayer de... Hein. Donc, dans le côté Big Data, il y a vraiment ce côté, je veux conserver d'énormes volumes de données, être capable de les traiter, et être capable de passer à l'échelle, de suivre la montée. Et donc, moi, j'aime pas du tout le terme de Big Data, hein, je vais essayer d'arrêter d'en parler. Souvent, je parle beaucoup plus de scalabilité. Scalabilité, ça veut dire passage à l'échelle. Ça veut dire que je pars de quelque chose de petit. Quoi ? Scalabilité. Oui, scalable. Comme scale. Scalable, en anglais. Hein, c'est le passage à l'échelle. C'est d'être capable, avec la même solution, de résoudre un petit problème ou un énorme problème distribué sur plein de machines. Et c'est là où il y a vraiment une force et c'est là où il y a eu une différence par rapport à l'existant. Je vais vous en reparler un peu au tout début, mais c'est vraiment ça la différence. Parce que sinon, pourquoi est-ce que Big Data, il y avait déjà beaucoup de données, il y en avait déjà partout, etc. La différence par rapport à avant, eh bien, c'est ce côté scalable. Et l'exemple même, les fondateurs de cette partie-là, c'est Google, donc on en reparlera à ce moment-là, parce que c'est vraiment les premiers qui ont réussi à faire une infrastructure qui était capable de passer à l'échelle. Voilà. Et Astérix parle de Big Data, mais moi j'ai entendu les journalistes parler d'algorithmes. Je ne suis pas certain qu'ils savaient de quoi ils parlaient, mais ils parlaient d'algorithmes. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, ça ils en parlent à chaque fois. Mais... Alors,
ce dont je ne vais pas vous parler, parce que je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas, etc. Moi, je suis responsable technique. Donc, du côté Big Brother des Big Data, de la sécurité et de la sûreté informatique, même si je parlerai un peu de sûreté dans le sens de la redondance et du fait de rendre les choses disponibles, parce que ça, c'est vraiment un des apports importants. Le côté données personnelles, privées, santé, comment est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Échelon NSA, tous les systèmes d'écoute, qui sont bien au point. Du droit à l'oubli, du Patriot Act, parce que ça, de la CNIL, même si la CNIL, de ce côté-là, a toujours eu un côté assez sympa. Après, je ne suis pas assez juriste pour en parler, mais ce n'est pas le volume de données qui est important sur la CNIL, c'est ce qu'on fait des données. C'est la vision du traitement. Donc la CNIL ne s'occupe pas de big data, etc. Elle dit, vous avez le droit de stocker si vous allez en faire ça. Et il faut déclarer ce qu'on va faire de ces données. Mais après, un autre point qui est important dans tout ça, mais qui est vraiment hors de cette conférence, c'est tout ce qui est chiffrement de données. On est un peu sur les données personnelles et les données de santé. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de choses où on commence à avoir la possibilité de chiffrer des données et de traiter des chiffrées données. Et de faire des requêtes. Je sais que Google, mais d'autres, travaillent sur des requêtes anonymes. C'est-à-dire que le moteur de recherche ne sait même pas sur quoi apporter la requête. Et il a répondu. Après, ça demande des ressources de calcul énormes. Et on n'est pas sûr que la NSA n'ait pas les clés pour déchiffrer. C'était ça. C'est quoi NSA ? National Security Agency, c'était là où était M. Snowden. pour faire très très rapide et très simple. Vous avez entendu parler de M. Snowden ? C'est... Quoi ? Je ne sais pas si c'est un héros, au moins ça a été... Échelon date de bien avant Snowden. Et tout le monde était au courant et c'était tout à fait public. En fait, on s'est rendu compte avec Snowden des capacités de traitement qu'ils avaient. Mais c'est pas... Donc, je vous ai parlé des deux points importants, des deux briques de base pour ce big data. C'est d'avoir un stockage qui soit distribuable, qu'on puisse étendre à l'infini. Les volumes de données alors je ne sais plus si c'est du web ou si c'est complet, on commence à parler de zeta. Tout le monde sait ce que c'est que le zeta ? Giga, méga, giga, péta, téra, péta, zeta. J'ai pas mis tous les zéros parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'en ai oublié ? Non, c'est bon ? Ok. Et donc, en fait, on va retomber sur quelque chose, j'en parlerai plusieurs fois, mais alors, les solutions centralisées se retrouvent toujours limitées. C'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur une seule ressource, rajouter de la capacité dessus et faire que ça tienne la charge et que ça tienne la réponse, etc. Et les seules façons d'arriver à faire des choses distribuées, la seule façon d'arriver à monter en charge, c'est d'arriver à distribuer les choses. Et sur le stockage, alors ça, c'est pas très... Ce transparent avait un seul intérêt, c'est qu'il montrait que les stockages centralisés coûtaient très cher, n'avaient pas des très bonnes choses, alors que des disques très simples coûtaient beaucoup moins cher, et on arrivait, en les distribuant, à avoir des performances bien mieux. Il faut voir que beaucoup de gens sont partis dans les DSI, etc. Tout le monde a pris ça. C'était vendu par les gros constructeurs, etc. Et les autres étaient vendus par les Chinois pas chers. Mais, en fait, on arrive à avoir de bien meilleures performances en distribuant complètement ces données. SAN, Storage, Network, Area Network, ou quelque chose comme ça.
Je suis désolé, hein. Il y aura beaucoup d'anglais, d'anglicisme. Je suis un peu obligé étant donné mon sujet et le domaine. Hein. J'ai essayé de faire des choses. Donc sur le stockage, je n'ai pas fait quelque chose de très parlant. Sur l'autre brique, qui est le traitement distribué, et qui a été la grosse invention, pas l'invention du tout. Google a utilisé deux verbes qui sont très utilisés dans toute l'informatique fonctionnelle, qui sont map et reduce. Sauf qu'ils ont réussi à faire des traitements distribués avec map et reduce, et faire ce qu'on appelle l'équivalent des requêtes dans les bases de données, en utilisant uniquement map et reduce à grande échelle. Et ça leur a permis d'indexer entièrement le web, pour pouvoir ensuite répondre aux requêtes qu'on leur faisait avec des recherches et de ramener très rapidement le résultat. Hein, et c'est vraiment cette pomme. Et donc le map, c'est une projection. Hein, ben là, on va vers un découpage, bon, on peut faire des jus, on peut faire des choses comme ça. Le reduce, c'est on réagrège. Et c'est comme ça que ça refonctionne derrière. Donc ils ont des verbes très simples qui leur permettent de distribuer leur traitement sur des milliers, dizaines de milliers, je crois qu'ils arrivent même à la centaine de milliers de machines sur une même fonction, qui travaillent ensemble sur le même sujet. Hein? Et ça, c'est réellement une force. Et le système n'a aucun problème s'il y en a une qui tombe en panne. Le traitement est refait par celle d'à côté. Hein, donc le système est complètement résilient à ce genre de choses, etc. Donc c'est exactement ça, parce qu'ils ne font pas des sandwichs. Hein. Et leurs données sont répliquées à plusieurs endroits, donc ils arrivent à refaire leurs calculs. Et c'est là où je reviens à Big Data du début. En fait, le système de base de leur stockage, c'est qu'ils répliquent plusieurs fois les données. Et comme ça, ils sont toujours sûrs d'en avoir une disponible. Hein? Et c'est de cette distribution qu'ils ont leur résilience, qu'ils ont leur bonne performance parce qu'ils arrivent à avoir plusieurs choses. Et comme ils ont pris un stockage pas cher, ça leur coûte moins cher de stocker 3 fois dans du moins cher que de stocker une fois dans du très cher. Hein? Alors, si je vous parle de Google, parce que c'est ceux qui ont introduit ce principe-là, tous ceux qui aujourd'hui disent qu'ils font du big data, en dessous ils utilisent un framework qui s'appelle Hadoop. C'est un petit éléphant très joli, très mignon. Hein, c'est la pluche du gars qui l'a écrit qui a servi. Où en fait, ils ont repris les papiers de Google sur le Google File System et sur MapReduce, et ils ont réimplémenté ça en le mettant en open source. Et donc, c'est l'infrastructure que tout le monde utilise pour faire du big data. Sachant que Google n'utilise plus ça. Ils utilisent d'autres méthodes, mais bah oui, ils avaient quand même un vrai coup d'avance. Quant, par exemple, utilise les mêmes technologies. Oui. Le concurrent de... Oui, tous ceux qui font du search. En fait, les premiers qui l'ont fait, qui sont rentrés, c'était sur le search. Mais après, tout ce qui est analytics, de banque, etc., ceux qui ont les moyens sont tous en train de se passer dessus, parce qu'ils étaient tous passés sur le problème de la scalabilité verticale. Je prends une machine, je rajoute de la mémoire, je rajoute des processeurs, et il y a un moment où il n'y a plus de place pour la carte. Et l'autre problème qu'il y a avec la machine, où je rajoute de la mémoire, je rajoute du processeur, etc., j'ai plus de place sur ma carte, c'est que quand je veux migrer sur une autre machine, je suis obligé d'arrêter la première, de tout changer, et j'ai eu un temps d'interruption. Avec les systèmes distribués et répartis, on n'a plus ce problème-là. Les machines marchent toutes, et s'il y en a une qui tombe en panne, c'est pas un problème. Et pour migrer, on rajoute des nouvelles machines dans le cluster et on retire les anciennes. Ça met un peu plus de temps, ça se fait plus en douceur, mais il y a vraiment une notion de service toujours rendu. Hein, donc là, il y a vraiment eu une révolution. Et on va y revenir sur le côté transaction, etc. Hop, je sais pas lui. J'ai fait une version pour informaticien quand même, j'étais obligé. Hein. Donc, l'équivalent d'un map, un grep, il y a une autre opération en informatique qui coûte très cher entre le map et le reduce, qui est le shuffle ou le sort, entre les deux. Hein, et on a le reduce. Et donc, c'est l'autre façon de représenter la même chose. C'est beaucoup plus simple avec les sandwichs. Hein. Ah, c'est perdu. Non, il est là.
D'accord. Ça. Vous voulez vraiment que je vous l'explique? En fait, j'ai pris celui avec les sandwichs. D'habitude, celui qu'on trouve partout sur Internet, c'est celui avec des fruits. C'est celui qu'a Google. Hein, le gars commence par se faire un jus de pomme tous les matins, parce qu'en Apple, a day keeps the doctor away. Et ensuite, il commence à industrialiser son système avec des extracteurs de jus. Et puis après, il a plein de sortes de fruits, puis des conteneurs entiers qui arrivent. Et on a toujours le même principe du map, du reduce, etc. Et que ça continue à tenir la charge comme process. Voilà. C'était ça le... Et vous le retrouverez dans des présentations. Ça. Donc... Ah oui, j'ai quand même fait un théorème. Mais vous allez voir, il n'est pas très compliqué. Il est tout en anglais, donc je ne vais pas... Mais avant, je vais vous parler de la transaction. Vous savez tous ce que c'est qu'une transaction? Chez le notaire, quand l'acheteur et le vendeur sont là et qu'il faut se mettre d'accord et qu'on transmet les clés, qu'on transmet les actes de propriété, etc. Donc, une transaction, ça a besoin d'être à un endroit donné, centralisé, hein, tout le monde au même endroit. On ne peut pas le faire avec les différentes parties qui sont à droite, à gauche. Il faut une sorte de tiers de confiance, mais au moins quelqu'un qui vérifie que l'acheteur et le vendeur, et ça prend un certain temps. Hein, la transaction complète prend un certain temps. Donc, une transaction en soi, qui est l'effet de changer quelque chose, ne peut pas être distribuée. C'est quelque chose qui doit être absolument centralisé. Et en fait, pendant très longtemps, toute l'informatique a voulu fonctionner uniquement par transaction. On a fait des bases de données relationnelles, mais qui étaient transactionnelles. On faisait de la transaction entre le client et le serveur, etc. Et en fait, ça pose un problème parce que ça ne passe pas à l'échelle. Tout est centralisé, etc. On peut arriver à faire des systèmes transactionnels où la transaction est sur quelque chose de tout petit, on verrouille pendant un laps de temps, mais on est obligé de verrouiller sur quelque chose de central à un endroit. On n'arrivera jamais à distribuer. Et donc, de ça, on faisait des systèmes qui avaient des problèmes de disponibilité et de performance. Disponibilité parce que, comme ça doit être à un seul endroit, si cet endroit-là n'est pas disponible, il n'y a plus de transaction. Et de performance parce que c'était sur une seule machine et s'il faut passer aux milliards de personnes, ça ne marche pas. Donc, en fait, de là est arrivé un système où on a dit, mais en fait, ce n'est pas très important d'avoir une transaction à chaque fois. Quand je veux lire une donnée, quand je veux lire une page web, allez, ce n'est pas le vrai exemple, mais si je veux lire une page web, que j'ai la version ancienne pendant quelques temps et que, au bout d'un certain temps, j'ai la version récente, ça ne me change pas grand-chose, j'ai ma réponse. Hein? Et donc, en fait, le choix a été fait de faire des systèmes qui étaient à la fois disponibles et performants, plutôt que de faire des systèmes qui étaient cohérents. Et donc, voilà les trois sommets du triangle, la cohérence, la disponibilité, availability, et le partition tolerance, c'est le fait de pouvoir accepter une partition réseau. C'est le fait de pouvoir distribuer, en fait, la partition tolérance. Et donc, monsieur Brewer, dans les années 2000, a dit qu'on ne pouvait pas avoir les trois propriétés valables en même temps sur un système distribué, qu'il fallait en choisir deux. Et donc, les bases de données relationnelles ont choisi le côté être cohérent et disponible, quitte à ne pas être performant, ne pas avoir le côté je peux me distribuer. Il y a toute une série de caches, etc., qui ont choisi d'être cohérents et performants. C'est tous les systèmes de cache, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas disponibles tout le temps. Il faut les reconstruire, etc. Mais ça répond très vite. Et en fait, il y a toute une série de bases de données qui sont sur ce principe-là. Après, on a le risque de perdre la disponibilité. Et en fait, ce qui a été nouveau, c'était le côté
disponible et performant. Et certains ont dit, alors c'est pas vrai, mais ça explique très bien les choses, qu'Amazon utilisait ça. C'est-à-dire que sur ses boutiques, on pouvait commander un produit qui parfois, le dernier avait été vendu, parce qu'en fait on avait lu la mauvaise version de l'état du stock, parce que typiquement un état de stock c'est une transaction. Hein, j'ai acheté, le stock fait -1, et donc c'était pour ça. Mais que Amazon préférait vendre un produit qu'il n'avait plus en stock, une fois de temps en temps, et traiter une réclamation client, mais avoir des pages qui répondaient beaucoup plus vite, parce que le temps de réponse de la page impliquait des ventes. Hein, donc, alors, dans la vraie histoire, c'est pas exactement ça. Mais ça permet très bien d'expliquer ce cas-là. Mais d'avoir des systèmes qui sont disponibles et performants, même s'ils ne sont pas toujours cohérents, ou s'ils ne sont pas cohérents à un instant donné, est amplement suffisant pour beaucoup d'opérations. Et donc, c'est ça. Par contre, une fois qu'on a dit ça, ce paradigme de dire je n'ai plus besoin de la cohérence, ça demande quand même de réécrire énormément d'applications qui ont besoin de vérifier le stock, qui ont besoin de faire des choses comme ça, pour avoir des fonctionnements qui soient beaucoup plus fluides. Voilà, donc, et c'est celui-là qui gère, et pour ceux qui ont fait de l'informatique ou qui lisent les revues, il y a un mouvement qui s'appelle le NoSQL, qui veut dire Not Only SQL. SQL, c'est le langage utilisé pour interroger les bases de données relationnelles. Hein. Et en fait, ce mouvement considère, alors est-ce qu'il a été mis au bon endroit déjà, que ce qui est important, c'est d'être partition tolérante, et qu'après, c'est pas important. Donc, on a dit que cette branche-là, c'était base de données relationnelles classiques, qui utilisent le SQL, et les deux autres branches sont celles qui utilisent Not Only SQL. Et donc l'erreur habituelle, c'est que le NoSQL, ça comporte deux types de bases qui n'ont rien à voir entre elles. Deux types de systèmes qui n'ont rien à voir entre eux. Ça, c'était pour les... J'ai pas trop perdu tout le monde? Bon, allez, j'avance. Je me suis amusé à faire une collection de tous les nouveaux métiers sur la data dont j'ai entendu parler. C'est devenu... Il y a une inflation sur le sujet. Donc, le data scientist qui commence à être connu, que l'analyste, etc., des gens qui s'occupaient. Je reviendrai sur data vis et infographie. Actuellement, on a dans les grosses sociétés des data officers et des chief data officers. C'est ceux qui s'occupent que les données partent pas partout et qui font signer des contrats, etc. Des gens qui gèrent la donnée, qui savent où elle est, qui savent comment est-ce qu'il faut la chiffrer, où est la donnée d'origine, etc. Il y a des data owners, ceux qui sont propriétaires de la donnée, qui sont responsables, etc. Il y a des data crunchers, en fait ils n'existent pas, mais ça m'amusait. Hein, c'est ceux qui mangent la donnée, etc., qui la regroupent, etc. Mine de rien, je pense qu'il y en a qui existent. Il y a des data miners, c'est ceux qui fouillent dans les données. Hein, il y a des gens d'Orange qui passent beaucoup de temps, qui ont des très beaux logiciels sur le sujet. Hein, c'est un vrai beau sujet, le data mining. Data analyst, c'est très proche du data scientist, mais j'ai trouvé. Des data consultantes, bah oui, ça il faut toujours avoir un consultant. Et des data architectes, encore moins. Par contre, la data vise, la visualisation de données, l'infographie, tout ce qu'on peut faire avec des données, ça c'est un vrai sujet qui est en déshérence. C'est une de mes... C'est aujourd'hui, personne n'apprend à faire de la data visualisation. À la limite, les meilleurs actuellement dans le coin, et les meilleurs sur les outils que j'ai vus, hein, après j'ai pas tout vu, c'est côté journalisme. Hein, dans les écoles de journalisme, on apprend un langage qui s'appelle D3, qui est du Data Driven Document, et c'est un des plus beaux outils qui existent pour représenter des données. Et ça a été développé par un gars qui maintenant est au MIT, mais qui faisait ça pour le New York Times, pour faire les infographies du New York Times. Donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données et on ne sait pas les montrer aux gens.
Mais là, j'arrive sur le sujet de ma boîte, c'est pour plus tard. Bah. Et celui dont je n'ai pas parlé, dont je vous en ai parlé un tout petit peu, c'est chiffrement et traitement. Bon, alors ça, c'est la carte de Nouvel An que j'ai envoyée à mon équipe, hein, mais c'est celle qu'il ne fallait pas montrer à mes clients. Parce qu'un des grands trucs qu'on demande sur l'intelligence artificielle, et un des grands rêves de tous ceux qui demandent des choses en intelligence artificielle, c'est justement de prédire l'avenir. Et donc si on leur raconte qu'on invente leur avenir, ça va peut-être pas le faire, mais n'empêche que j'ai trouvé que pour des jeunes boîtes, que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer, c'est souvent assez vrai. Hein, et on demande à l'intelligence artificielle, où on a certains rêves sur l'intelligence artificielle, entre autres sur la prédiction, qui sont souvent assez compliqués. Hein, ou trop simples, mais pas solvables. Parce que la plupart du temps, ou souvent, on demande aux gens de prédire la météo. Et je ne vous ferai pas la leçon, on habite tous dans le coin. Prédire la météo, c'est pas possible. Il y a des techniques qui marchent pas mal. Il va faire mauvais, et comme ça on a des chances d'avoir. La prédiction de météo ne marche pas. Et c'est très compliqué d'arriver à avoir de bonnes prédictions de météo sur quelques jours, quelques semaines. Mais comme la plupart des choses dépendent de la météo, je vais prendre par exemple l'exemple de la consommation électrique. La consommation électrique dépend directement de la température. Donc si on me demande de prévoir la consommation électrique, on me demande de prévoir la météo. Hein? Et l'autre chose dont dépendent beaucoup de prédictions, c'est le jour de la semaine. Pareil pour la consommation électrique. La courbe de consommation n'est pas le même un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'un samedi, dimanche, que les vacances scolaires, etc. Hein? Et donc ça, dans les problèmes de l'intelligence artificielle sur la prédiction, c'est que les gens demandent des choses qui soit sont évidentes parce qu'elles sont corrélées avec des phénomènes sur lesquels on n'a pas prise. Hein? Voilà. C'était un peu... Après, et ça c'est... J'ai emprunté ces trois définitions à un professeur de l'université de Versailles-Saint-Quentin qui expliquait que l'intelligence artificielle, comme c'est à la mode, tout le monde est en train de se l'approprier et ça devient très compliqué de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je parle à la fois d'un enjeu scientifique et politique. Hein. Alors, donc ça c'est une définition très, très journaliste, qui fait rêver, etc., qui dit pas grand-chose sur la vraie intelligence artificielle, parce que là, en fait, on fait de la simulation, de la modélisation, mais il n'y a pas le côté réellement à prendre. On va retomber... ça commence à ressembler beaucoup plus à des problèmes. Après, j'ai rentré un peu plus, hein, mais là, on a des complexités logiques ou algorithmiques et des méthodes de résolution. Et comme ce sont des méthodes de résolution, on sait que ce sont des algorithmes. Et là, on n'est pas forcément complètement dans l'intelligence artificielle. Hein, où c'est pas la méthode, mais c'est l'apprentissage plus par les données, souvent. Moi, j'ai tendance à plus expliquer l'apprentissage par les données. C'est qu'on n'a pas forcément une méthode, c'est qu'on apprend des données, le comportement. Et je crois que je me suis planté un peu sur ce coup-là, mais je reviendrai. Du traitement ne peut pas être ramené à une méthode précise, algorithmique. Voilà. Et celle-là est vraiment où l'algorithme ne suffira pas pour résoudre le problème. Hein? Et en fait, donc, dans l'intelligence artificielle, on se retrouve avec beaucoup de problèmes de classification. Être capable de dire si quelque chose est normal, pas normal, si la personne risque de changer d'opérateur, c'est le gros truc à la mode, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on classifie. En fait, on a un grand volume de données, on les classifie, on les met, et quand arrive une nouvelle donnée, on est capable de dire ah bah celui-là, il va aller dans ce groupe-là.
Celui-là, il va changer d'opérateur. Et vite, on lui fait une promo, etc. Hein, donc, et c'est pour ça ce que j'appelle les systèmes de classification. Il y a ensuite les systèmes d'auto-apprentissage. On regarde les données qui arrivent et on prédit que la donnée suivante sera par rapport à, etc. Donc on est très très proche de ce qu'on apprenait en automatisme, avec des boucles de rétroaction et des choses comme ça. Hein, on retrouve tous ces systèmes-là. Et encore, j'ai toujours pas prononcé le mot neurone. Hein, vous constatez. Et dans cet apprentissage, il y en a un troisième, mais deux grands domaines. Il y a toute la partie qui est supervisée, c'est-à-dire que quand un événement arrive, on dit c'est bon, c'est pas bon, etc. On est capable de le classer, quelqu'un le classe et dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et ensuite, il y a tout le côté non supervisé, qui est de dire j'apprends un système sans savoir à l'avance ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça pour le coup, on commence à être dans des choses vraiment pas faciles à faire. Oui. Est-ce que la traduction automatique est du ressort de l'intelligence artificielle? Si elle prend en compte le contexte, parfois. Mais souvent, elle ne prend pas en compte le contexte. Hein, et dans ce cas-là, c'est de l'indexation. C'est l'indexation et du retour. Et la traduction automatique est meilleure plus la phrase est longue. Mais c'est juste parce que l'index est capable de stocker des phrases de plus en plus longues. Et c'est là où plutôt le big data sert en ayant des grands volumes de données. Après, je pense qu'il y a certains moteurs de traduction qui essayent d'utiliser d'autres systèmes avec plus de contexte. C'est un peu la recherche avec contexte, etc. Voilà. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà. Le renforcement, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que ce que je voulais vous... Ça y est, je reviens à ce que je voulais vous expliquer. Je vais vous donner l'exemple type de la courbe qu'il est impossible de traiter en méthode non supervisée. Vous connaissez tous à peu près la courbe du battement du cœur. C'est plat, ça monte, ça redescend, ça remonte très fort et ça redescend très fort et ça revient plat. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? La plupart du temps, c'est plat. Donc c'est le plat qui est normal. Hein? Non, mais c'est... Après, il y a la périodicité, etc. On peut le retrouver avec des méthodes fréquentielles, etc. Mais c'était pour donner l'exemple. Si on prend quelques battements de cœur perdus, on est incapable de dire qu'est-ce qui est un comportement normal, qu'est-ce qui est un comportement anormal. Hein, c'était juste... Et si on étire bien la courbe, c'est très très long. Hein, donc voilà, bon, je vous ai parlé des méthodes d'apprentissage, hein, supervisées, non supervisées, avec renforcement, où là c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est en non supervisé, mais on a une fonction de coût. À chaque fois qu'un événement arrive, on dit « Ah bah celui-là, il vaut tant ». Donc il améliore les choses ou il les rend plus compliquées. Par contre, les domaines d'application, je m'en suis noté quelques-uns. Il y a la voiture autonome, qui est un très beau domaine d'application Google Cars, surtout qu'elle est capable de recréer son futur à chaque fois que les caméras prennent une nouvelle image, elle recrée son futur. Donc ça demande une capacité de traitement assez colossale. Et quand on sait qu'il y a des voitures autonomes qui roulent depuis pas mal de kilomètres avec très peu d'accidents, je crois qu'en corporel, ils en sont... je crois qu'il y en a eu un de corporel, un ou deux, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ils ont été très médiatisés. C'est vrai? Non, c'est pas la Tesla. Là, je parlais de la Google Car, qui a été la première à commencer. Hein, parce que Tesla est venu après, etc. Et c'est encore pas complètement... Mais il commence à y avoir, oui, Tesla aussi a des... Après, je ne parle pas dans les problèmes d'assurance, hein, parce qu'en fait, le seul problème de la voiture autonome, c'est l'assurance. C'est ce que j'appelais un problème d'assurance.
Bon, donc toutes les reconnaissances, hein, non, c'est pas la traduction, la reconnaissance, mais dans les choses d'intelligence artificielle, mais en même temps, souvent, de plus en plus, on coupe la traduction avec la reconnaissance. Hein, donc c'est toutes les reconnaissances, que ce soit vocale, image, vidéo, etc. Où là, pour le coup, je vais en reparler un tout petit peu après, mais les nouveaux progrès d'intelligence artificielle ont vraiment permis de faire des progrès, des vrais... Hein, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître des images, il y a des gens qui sont capables de mettre en place des réseaux de neurones avec justement des capacités machines et des capacités distribuées qui font que ça va très vite. Hein, le stagiaire de l'INRIA, en 3 semaines, il craque des problèmes sur des banques d'images qu'on avait en stock depuis un paquet d'années. Plus vite, mieux, etc. Après, le gros problème de tous ces systèmes de reconnaissance, c'est qu'on commence à comprendre, mais pendant très longtemps, on n'a pas compris comment ça marchait, les réseaux de neurones. Pourquoi ça marchait? Non, pas comment ça marche, on sait comment ça marche, mais pourquoi ça marche? Et donc c'est très embêtant parce qu'on a un système qui marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et souvent, en plus, on ne savait vraiment pas du tout pourquoi. Hein, et ce qui fait que tout le monde était un peu méfiant là-dessus. Après, un autre domaine d'application, il m'amuse, c'est tout ce qui est génération. Donc il y en a qui ont généré des théorèmes. Il paraît qu'il y a des matheux ou des physiciens qui ont passé un peu de temps pour essayer de vérifier que le théorème était faux. Il y a de la musique, il y a des romans. On a été pris d'Easy Brain dans un programme dans l'intelligence artificielle avec Microsoft et l'INRIA, et on nous a demandé si on pouvait faire de la génération de scénarios. J'ai hésité à prendre un scénariste, à le mettre dans la boîte et puis à lui faire générer. On a fini par dire que non, c'était vraiment pas notre sujet, qu'on ferait pas, mais c'était vraiment tentant. Tout ce qui est robot, et puis je vous ai déjà parlé de la prédiction. Après, sur l'intelligence artificielle, moi à l'origine je suis physicien, donc je ne suis pas informaticien, je ne suis pas matheux, etc. Et surtout pas informaticien. Donc sur l'intelligence artificielle, moi j'ai appris l'automatisme, j'ai appris mes stats, j'ai appris etc. Mais c'est quand même un sujet très particulier. Donc je vous donne mes 2 références sur le sujet, celles où j'ai beaucoup appris. Donc il y a Andrew Ng. Alors, c'est un Anglais. Oui, il est d'origine anglaise. Il a travaillé beaucoup aux États-Unis. Maintenant, il travaille pour le moteur de recherche chinois. C'est le monsieur qui a monté Coursera. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Coursera? Non. Non. C'est une des plus grosses plateformes d'apprentissage en ligne. Et donc, avec des méthodes d'intelligence artificielle. Et le but de Coursera, c'est d'offrir à tout le monde des cours de très bonne qualité. Donc sur Coursera, il y a des cours du MIT, il y a des cours de Stanford, il y a des cours etc. Il y a des cours de Polytechnique, de Normal Sup, de choses comme ça. Et donc, c'est des cours... et il a un cours sur le machine learning, qui est une des branches de l'intelligence artificielle, qui est la référence sur le sujet. Et bien sûr, ils réappliquent dans leur plateforme d'apprentissage tous les systèmes de machine learning. Quand tous les étudiants font la faute au même endroit, on se dit que c'est le professeur qui se trompe plutôt que l'étudiant. Hein, si un tiers de la salle, etc., ils réappliquent ça. Donc, en fait, ils auront réussi avec ça à avoir un système de rétroaction pour le professeur qui est aussi très très fort. Et donc, les professeurs font dessus les cours qu'ils connaissent par cœur, avec les blagues toujours au même endroit, etc., une fois. Et des milliers, voire des millions d'étudiants arrivent à les suivre. Hein, le cours d'Andrew Ng a été bien suivi. Donc ça, c'est une vraie référence en termes. Et l'autre référence, Yann Lequin, qui lui est au Collège de France, et il y a ses leçons en ligne sur le sujet. Donc si vous voulez comprendre comment un réseau de neurones fonctionne, c'est par là qu'il faut aller. Ça sera beaucoup mieux qu'avec moi, parce que là... Et pour le coup, j'ai suivi ces conférences, pas en direct, mais en décalé. C'est vraiment très bien. Il a été embauché par Facebook pour le côté intelligence artificielle, pour leur labo d'intelligence artificielle.
débauché. Donc je préfère vous donner les deux noms, vous redonner des liens s'il faut. Des questions sur le sujet Big Data, intelligence artificielle? Ça fait combien de temps? Ah si. On est très fiers de notre logo. DeciBrain, il a été fait par Morgan Beum, qui est de Belle-Île. Hein, on s'occupe de réseaux, on essaie d'y mettre un peu d'intelligence, et le DC de DeciBrain veut dire data center. Hein, ni direct current, ni autre chose. Et donc à l'origine, on a écrit un logiciel pour gérer l'électricité et la chaleur dans les data centers. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que notre modèle, qu'on a voulu scalable, hein, la scalabilité de pouvoir stocker énormément de mesures, et intelligent dans le sens de pouvoir détecter qu'un serveur s'était déplacé, etc., de comprendre comment fonctionnait le data center, fonctionnait sur d'autres modèles de réseaux physiques. J'appelle réseau physique, c'est les réseaux où il y a des consommateurs et des producteurs. Il y a un réseau entre les deux. Et à tel point, notre meilleure démonstration de ça, ça a été quand on a gagné, on n'avait même pas un an, non, on avait quelques mois, le concours réseau électrique intelligent d'Enedis dans la catégorie Big Data maintenance prédictive. Hein, il nous avait donné un petit jeu de données, et en gros, c'était pas un très gros, c'était pas du très big data, hein, et c'était surprenez-nous avec les résultats que vous allez ramener avec ces données-là. Et en fait, de tous les incidents, on avait reconstruit la carte de leur réseau. Et on s'est fait engueuler quand on est arrivé avec la carte du réseau, parce qu'ils nous ont demandé où est-ce qu'on l'avait trouvée, parce que c'était confidentiel et qu'on n'avait pas le droit de la voir. Et qu'on leur a dit que c'était dans leurs données. Bon, après, on a discuté. Hein, donc, voilà, DeciBrain rapidement. Donc, on a déposé nos statuts en octobre 2015. C'est ça. Et on a été incubé à Télécom Paris pendant quelques temps. Et puis là, je vous ai parlé du programme INRIA Microsoft, qui fait qu'on est hébergé à Station F. C'est l'endroit où sont toutes les startups à Paris, là, fait par Niel, dans l'ancienne halle Fraissinet. Le Station F, c'est Fraissinet. Du très beau béton précontrainte, des très belles poutres en précontrainte, superbe. Parce que ça... Donc le terrain de jeu de DeciBrain, c'est tout ce qui est réseau, plus ou moins compliqué, parce que quand le réseau est simple, souvent on n'a pas besoin de nous. Hein, que ce soit des réseaux de ville, des réseaux de logistique, des réseaux de vapeur ou d'eau chaude. Voilà. Et notre outil est là pour aider les gestionnaires de réseau à utiliser l'ensemble des données qui remontent et à pouvoir faire aussi pas de la prédiction, du what if. Qu'est-ce qui va se passer? Si je perds ça, qu'est-ce qui se passe? Etc. D'être capable de modéliser ce qui peut se passer sur leur réseau. Hein, donc, en fait, que ce soit... Ah oui, si. Hein, tous nos clients, et qui sont un peu très différents, hein, que ce soit de l'industrie, des utilities, c'est électricité, eau, etc., des réseaux de chaleur, de la logistique, ont les mêmes problèmes vis-à-vis de leur réseau. Il faut délivrer ses clients, hein, que les clients finaux aient leur colis, où est leur électricité, où est leur eau, etc. Mais même si c'est des machines qui utilisent la vapeur, hein, c'est le même problème. Le coût sur leur réseau, des maintenances, des opérations, etc., et d'être capable de le piloter. Sauver la planète et surtout les ours polaires en optimisant son réseau pour pas qu'il consomme trop d'énergie. Hein, parce que la plupart du temps, on est quand même sur des sujets qui consomment de l'énergie. Et avoir un outil simple pour communiquer avec les parties prenantes.
Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des opérationnels qui travaillent là-dedans, aujourd'hui, ont comme outil soit une vieille GTC, un vieil écran comme on voyait dans les centrales nucléaires, hein, avec des diodes, pas des diodes, avec des lampes qui s'allument, etc., par où ça passe. Donc ça, c'est la salle de pilotage. Bon, il y en a quand même des plus évolués. Et sinon, qui est-ce qui n'a jamais utilisé Excel ou un tableur ici? Ben voilà, l'outil des gestionnaires de réseau, c'est Excel. Ils reprennent les différentes données qu'ils agrègent à droite à gauche, ils les remettent dans Excel et ils gèrent leur réseau avec ça. Et je dois vous dire que j'ai vu des feuilles Excel avec des macros qui sont belles, qui sont compliquées, qui sont immaintenables, qui sont... Mais c'est très très beau. Hein. Beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à le faire. Bon, oui, je vais essayer de le faire un peu rapidement, mais là où on utilise des bouts d'intelligence artificielle dans notre logiciel, c'est à la fois pour apprendre la carte du réseau, ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les incidents, apprendre le comportement du réseau, c'est qu'est-ce que font chacun des sommets, qu'est-ce que font chacun des liens, comment est-ce que ça se comporte, etc. Et l'autre chose, mais qui est moins en intelligence artificielle, c'est beaucoup plus de l'algorithmie, c'est on propage les flux. Et la propagation des flux en soi, ça paraît bête, mais si je coupe ça, est-ce que la capacité de ce lien-là suffit pour alimenter celui qui est là, ou est-ce que celui-là va avoir trop de... et qui il faut écréter, etc. Hein? Donc, et notre logiciel, c'est vraiment spécialisé uniquement là-dedans, et uniquement dans les... Alors pour les matheux, dans ce qui s'appelle les graphes de flow, et c'est du bon français, parce que les graphes de flow ou de flux, hein, c'est ceux où ça se transmet toujours dans le même sens. Hop. Bon, bah, par exemple, ça c'est un réseau de chaleur. Je crois que je vais aller très vite sur mes exemples. Je vais passer aux questions. Ça, c'est le réseau qu'on n'a pas le droit de voir. Et ça, c'est de la supply chain, c'est des camions sur la France. Avec les entrepôts, les magasins et la descente. Et en fait, les gens de la logistique n'ont même pas besoin, pour l'instant, d'intelligence dessus. Déjà, rien que d'avoir cette vision où ils sont capables de suivre où sont les choses, où est-ce qu'il y a de la surcharge, où est-ce qu'il y a de la sous-capacité, etc., leur permet. Et on commence déjà à travailler avec eux sur l'étape d'après, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une grève de train, qu'est-ce qui se passe quand il y a une barrière de gel, etc. Voilà. Et j'ai fini.